Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Thomas Dansbourg qui a publié aux éditions de l'Homme ce livre « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Thomas Dansbourg, bonjour. Bonjour. Dans les émissions précédentes, à l'une ou l'autre fois, vous avez abordé la thématique de l'écoute. Vous y consacrez dans ce livre justement tout un chapitre. C'est un peu étonnant de se dire qu'il y a un chapitre sur l'écoute. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité insister sur cette thématique-là ? Parce que c'est l'enjeu fondamental du vivre ensemble. Dans mon premier métier qui était d'être avocat, j'ai pu participer à la gestion de bien des conflits et j'ai pu percevoir que la plupart des conflits, pas tous, sont fruits de malentendus. Et la plupart des malentendus sont une combinaison de mal exprimé, mal dit et de mal écouté. Et si j'exprime pas clairement ce que je voudrais, ce que j'aimerais, ce qui, à mes yeux, serait satisfaisant pour la vie commune, mais que j'exprime des jugements, des critiques, des reproches ou des insultes, ben, l'autre, forcément, il entend ces critiques, ces jugements, ces reproches, il n'écoute pas ce que je voudrais dire et il s'enfuit en claquant la porte ou il me répond sur le même ton. Nous avons donc besoin d'apprendre à exprimer plus finement ce que nous ressentons, ce que nous aimerions de façon qui crée du nous. Et nous avons besoin, si l'autre n'exprime pas ça de façon claire, nous avons besoin d'apprendre à décoder son langage, à décoder ce qu'il vit derrière ce qu'il dit, et donc de développer une capacité d'écoute qui est en nous, mais qui n'est pas du tout encouragée jusqu'ici dans nos écoles. Et c'est pour ça que je me suis intéressé d'emblée à l'écoute, et que j'ai pu trouver dans la pratique de la communication non violente des clés extrêmement pratiques pour bien écouter l'autre là où il est, pas où je voudrais l'emmener dans un rapport de pouvoir prétendant que c'est moi qui sais où il devrait être, mais pour rejoindre cet humain-là, là où il est, dans sa souffrance, dans sa tristesse, comme dans sa joie, dans sa célébration, dans son émerveillement, vraiment rejoindre l'autre là où il est. Et ça s'apprend. Parce que la plupart du temps, nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter. Nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter. Ça m'a frappé un jour, je reçois, quand j'avais mon cabinet de thérapeute, un couple qui me dit « Est-ce qu'on peut venir avec notre enfant? On se chamaille beaucoup, c'est l'âge difficile, 14-15 ans. » Je les reçois et puis j'écoute les parents. Et puis je me tourne vers le garçon, 14-15 ans, et je dis « Tu t'y retrouves dans ce que tes parents te disent? Ça te parle ?» Ah non, c'est surtout moi qui suis en colère, franchement. Parce que, ah bon, tu peux nous dire pourquoi tu es en colère? Et oui, parce que mes parents ne m'écoutent jamais. Et là, la mère se lève. Comment je t'écoute jamais? Mais encore, j'ai passé la soirée d'hier à t'écouter, le week-end passé, je t'ai écouté pendant des heures. Et j'ai dit, stop, madame, vous pourriez faire un petit arrêt sur image. Vous avez là cet être humain, il se fait que c'est votre enfant, mais c'est surtout un être humain à part entière, qui vous dit, mes parents ne m'écoutent jamais. Donc on peut imaginer, on va le vérifier, qu'il ne se sent pas écouté. Au lieu d'écouter que lui ne se sent pas écouté, vous argumentez pour avoir raison et le convaincre que vous l'écoutez. Vous avez sorti le gourdin de Cro-Magnon, au lieu que de vous mettre à l'écoute de cet être qui ne se sent pas écouté. La maman est un peu surprise. Et alors je poursuis avec le gamin et je dis, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu ne sens pas écouté? Eh bien mes parents ne me laissent jamais finir ma phrase. C'est QFD. Cette maman n'avait pas laissé finir la phrase. Parce qu'elle est touchée, elle est choquée, elle est interpellée, elle est au fond, avec beaucoup de respect et d'amitié pour elle, elle est encombrée par elle-même. C'est trop douloureux que d'entendre que son enfant dit « vous m'écoutez jamais ». Elle a besoin de se convaincre qu'elle est une bonne mère, au lieu que d'écouter cet humain qui, là, effectivement, ne se sent pas écouté. Et ce qui arrive la plupart du temps, et c'est ce qui est arrivé dans cette famille, comme ça arrive dans des milliers de familles, c'est que quand l'enfant partage quelque chose qui ne va pas bien, le parent donne des conseils, cherche des solutions, voudrait résoudre le problème rapidement parce que ça l'interpelle. Et donc il dit des choses comme « à ta place je »,« il est temps que tu »,« de mon temps j'aurai ». Et d'ailleurs je pense que, et c'est pas de l'écoute. Et j'aime mimer ceci, écouter, c'est la formule pour rester avec l'autre. Le temps qu'il finisse sa phrase, comme nous l'avons déjà évoqué dans une émission précédente, le temps qu'on tolère un moment de silence où l'autre est dans une recherche d'une solution plus fine, et j'appelle ça le fait de laisser à l'autre le temps de laisser ses Googles intérieurs fonctionner, un temps de silence fécond. Et je tolère que l'autre reste dans son pleur ou sa tristesse ou son doute parce que s'articule en lui toutes sortes d'intelligences plus fines que l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence intuitive, l'intelligence relationnelle intérieure, l'intelligence émotionnelle. On parle de plus en plus d'intelligence spirituelle au sens large, de comprendre l'esprit de ce que je vis. Comment est-ce que je peux percevoir, discerner? Ça demande du temps de silence et nous avons donc vraiment besoin, dans nos échanges, de laisser du temps de silence, qui est du temps d'accueil et du temps d'éveil. Et justement, comment est-ce qu'on apprend à se taire dans une société bruyante? Eh bien, en apprenant à écouter la première personne qui a besoin d'écoute et d'attention et de soins sur cette planète, et dont nous avons d'ailleurs la charge, qui est nous.
Comment vais-je pouvoir développer de l'écoute attentive pour l'humain qui est là devant si je n'écoute jamais l'humain dedans? Ça ne se peut pas. L'écoute ne s'invente pas, ça n'est pas un vœu pieux, c'est une pratique. Et le premier espace à jardiner par cette pratique, c'est cet être humain-là. J'apprends à m'écouter régulièrement. Et donc, j'apprends à la fermer pour rester avec ce qui se passe en moi. À la fois mes joies, mes enchantements, mes états de confiance, mais aussi mes peines, mes tristesses. Et je les démonte pour les comprendre, pour savoir ce qu'elles disent de moi. Et je cesse de les attribuer aux autres, évidemment. Et cette capacité de me rejoindre dans mes sentiments et dans mes besoins m'ouvre un champ extraordinairement riche de vocabulaire et donc de prise de conscience pour accompagner l'autre. Et c'est ainsi que j'aime rappeler qu'on a largement dépassé les enjeux du développement dit personnel. Toute personne qui entre dans un travail de connaissance de soi et de pacification de soi fait du développement social durable. Et comme vous le rappelez, ça demande d'apprendre à se taire pour rester avec soi et pour rester avec l'autre. Et c'est vraiment très difficile. Dans les ateliers de communication non violente, j'anime des sessions de 5 jours. On commence la première journée par se taire dans les échanges, et écouter les gens partager des situations difficiles, de la colère ou de la tristesse, en observant en nous la compulsion d'intervention, le sauveur ou la sauveuse qui se réveille, pour pouvoir lui dire tranquille, tranquille, l'autre a toutes ses solutions. Si je lui donne un conseil, je l'aide un jour, le lendemain, il est perdu. Si je l'écoute, il sonde son potentiel de ressources et commence à faire confiance à son être profond, au souffle, ou à Dieu, on mettra le mot que l'on voudra, ou à la providence. Et le lendemain, il est autonome. C'est pour paraphraser la formule du poisson. Dans ce sens-là, si je comprends bien, l'écoute, elle questionne plutôt qu'elle ne dit. Ah, c'est ça, vraiment, elle questionne. Et j'ai pu observer en communication non violente que si on fait une écoute empathique verbalisée, elle se cantonne à proposer un sentiment de façon interrogative. Est-ce que tu te sentirais comme ceci? Ça te dit quelque chose? Et est-ce que ton besoin, ce serait peut-être ça? C'est toujours interrogatif, par tact, parce que ce n'est pas moi qui sais. Et dans nos rapports familiaux habituels ou même de collègues au travail, souvent on dit oui, tu te sens comme ça parce que je sais que tu as besoin de ça. Et on impose dans un rapport de force et de sachant contre un ignorant. Ça crée de la division. Alors que le questionnement permet de voir est-ce qu'on se rapproche, est-ce qu'on se comprend. La devise de la communication non violente, c'est le lien d'abord, le résultat ensuite. On cherche d'abord à brancher la prise pour que le courant passe. D'une certaine manière, avec les mots anglais, si vous me le permettez, nous avons à bannir tous les shoulds et have tos avec le monde adulte pour permettre à la personne qu'un want puisse venir. Donc tu dois, tu devrais, il faut, il faudrait sont à bannir pour lui dire mais qu'est-ce que toi tu désires, qu'est-ce que toi tu veux. Si je vous entends bien, c'est ça? Ah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé à la communication non violente, rappelait cette même expression. If you should on me, I should on you. Tu dois, il faut, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Tout ce langage guerrier, au fond, est obsolète par rapport à la pulsion de vie qui est en nous, qui veut du bien pour nous, pour les autres. Ce n'est pas de l'angélisme que je dis, c'est l'accompagnement systématique des personnes depuis tant d'années qui me permet de dire que le vieux langage de contrainte, d'obligation, de devoir est dépassé par rapport à la beauté de la pulsion de vie qui a juste besoin de s'éveiller et de se mettre au service. Et c'est vrai que nous sommes souvent très prisonniers, c'est un enfermement, dans des habitudes très contraignantes. Je dois, il faut, c'est mon rôle. Alors qu'au fond, on ne fait rien par devoir, on fait tout par amour. On ne s'occupe pas de ses enfants par devoir, mon Dieu. Il faut que je fasse à manger pour mes enfants. Lâchez ça. Si vous faites par devoir, vous le ferez payer. Rappelez-vous que vous faites à manger pour vos enfants par amour, parce que vous souhaitez qu'ils mangent bien, une belle nourriture équilibrée et qu'ils partagent une tablée joyeuse. Vous êtes habité de sens. Vous n'êtes pas un exécutant qui est sur une voie de rail, une voie de tram, je veux dire, avec un rail. Vous êtes un être libre et responsable qui a choisi de mettre des enfants au monde et qui donc en prend soin, même si, et parfois précisément parce que ce n'est pas toujours confortable de faire un repas le soir quand on a une journée fatigante, je suis bien d'accord, mais ça reste un choix quand même. Vous rejoignez alors André Comte-Sponville quand il dit qu'il n'y a pas pire expression dans la langue française que celle du devoir conjugal. Ah, mon Dieu, quelle catastrophe, effectivement. Comment est-ce qu'on a pu envisager une formule pareille? On voit la culture du malheur, hein, de la tragédie, le goût du drame, qui nous imprègne de ces 5 pièges de programmation que nous avons vus précédemment. Nous avons vraiment besoin de sortir de ça et retrouver le tressaillement de l'amour en nous qui a vraiment besoin d'être montré au monde.
Thomas Danzbourg, merci beaucoup. On vous retrouve très prochainement. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.